vais tenter de traiter la question « La psychanalyse est-elle une science ?» Pour ceux qui regardent mes vidéos en français, j'ai déjà traité de cette question dans 2 vidéos, beaucoup plus courtes que celles que je prévois de faire aujourd'hui. Mais je vais donc reprendre cette question, je vais donc me répéter pour un certain nombre de points, mais je vais les compléter et les articuler sans doute un peu différemment, parce que j'espère bien que j'évolue avec le temps, et que ces autres vidéos datent d'il y a bien 2 ans, et je crois que j'ai quelques petites autres choses à raconter là-dessus. Alors, la psychanalyse est-elle une science ? Pour Freud, ça ne fait aucun doute, puisque lui, il est un scientifique, il est athée, il a une formation médicale, et c'est de sa formation médicale dans le cadre d'une médecine scientifique qu'il invente la psychanalyse. Il invente la psychanalyse parce que ce qu'il faisait sous la forme de l'hypnose, qu'il avait déjà tenté de scientificiser, c'est-à-dire de donner une forme scientifique, et il s'aperçoit que ça ne marche pas, en tout cas ça ne marche pas à tous les coups. Et donc, pour lui, il ne fait aucun doute que sa démarche est scientifique. On le voit d'ailleurs au souci qu'il a à ne pas énoncer des choses de façon péremptoire, comme des oracles, mais à indiquer d'où il les déduit, et notamment de la pratique. Et c'est là une des différences fondamentales que je vois avec Lacan. Lacan qui ne cesse de répéter « tout ce que je vous dis, je le tiens de ma pratique », mais de sa pratique, il n'en dit jamais un mot. Il a une pratique des livres, il a une pratique de la logique, de la philosophie, de la topologie, mais apparemment aucune pratique de la psychanalyse puisqu'il n'en parle pas. Et ça change tout, parce que Lacan donne à son discours une apparence scientifique, bien plus apparente, bien plus scientifique dans l'apparence que le discours de Freud, puisqu'il est bourré de références aux mathématiques, à la logique et notamment à la topologie. Pour lui, surtout à la fin de sa vie, il assimile ce qu'il appelle le réel à la logique. Et la logique, dit-il, c'est la science du réel. Bon, c'est une opinion. Je pense qu'elle ne convient pas. Parce que la logique, c'est quelque chose qui tourne en rond sur soi-même. C'est une tentative de rendre le discours cohérent. Cohérent et, si possible, non contradictoire. Il n'y a qu'à voir les efforts que fait Frege dans ses ouvrages, et notamment dans celui qu'il appelle « Idéographie », dans lequel il essaie de mathématiser tout ce qui est de l'ordre du langage, c'est-à-dire de donner des petits signes, comme en mathématiques, qui vont préciser la façon dont je parle. Par exemple, même une affirmation, ça va se noter comme ceci, un trait avec un petit trait, un trait horizontal avec un petit trait vertical au bout. Ça veut dire j'affirme que. C'est pas la même chose que je nie ou que d'autres façons de poser le discours. Bref, c'est une logique du discours, interne au discours, et qui effectivement présente un certain nombre de lois, surtout si on les codifie de cette façon-là. Dans la lettre volée, Lacan montre qu'en codifiant une série de hasards, on obtient des théorèmes qui, eux, ne sont plus du hasard. Mais il a fallu ce travail d'encodage. C'est ce travail d'encodage que fait Frege dans son idéographie pour essayer de coder le langage autrement, c'est-à-dire autrement d'une manière la plus logique possible, de façon à supprimer les ambiguïtés. Or, on sait bien que ce qui caractérise l'inconscient, c'est l'ambiguïté. Ce qui caractérise l'humain,
du coup, c'est l'ambiguïté. Et effectivement, la science, c'est ce qui tente de chasser l'ambiguïté. Hein. Coïncidence, en 1900, Freud publie la Traumdeutung, dans laquelle il nous parle du rêve, de ses rêves, donc il est subjectif, et c'est à travers cette analyse de ses rêves qu'il se rend compte de l'ambiguïté du sujet Freud lui-même, donc de tout le monde, en déduit-il. Effectivement, il analyse aussi d'autres rêves d'autres gens pour essayer de se confronter dans cette idée que, oui, il y a des contradictions dans l'humain et que c'est incontournable. Et en 1900, Russell publie aussi ses Principia Mathematica, dans lesquels il aborde la question des paradoxes. Il indique qu'il y a des paradoxes aux limites du discours logique et mathématique, donc, et que le but de la mathématique pour le siècle à venir, c'est d'éliminer les paradoxes. À quoi Gödel répondra, dans les années 30, par son fameux théorème, qui démontre que dans un système clos, on arrive forcément à un indécidable ou à une contradiction. Un indécidable, c'est-à-dire que la proposition A n'est ni vraie ni fausse, on ne peut pas en décider, ou la proposition A est vraie et fausse à la fois. C'est-à-dire on peut démontrer qu'elle est vraie et on peut démontrer qu'elle est fausse en même temps. Donc c'est ce qui arrive aux limites du discours mathématique, c'est démontré mathématiquement par Gödel. Science du réel, dit Lacan, en tant que ce serait la logique. Donc une logique qui, il ne le dit pas aussi précisément que ça, inclurait l'ambiguïté au lieu de l'exclure comme le souhaitait Russell. Mais il définit son réel de façon contradictoire. C'est ça le problème. Et il ne se rend pas compte, semble-t-il, des contradictions qu'il y a dans ces définitions du réel. Notamment, je pense pour faire scientifique, il se réfère un certain nombre de fois, pour parler du réel, à des théories physiques. Par exemple, dans ses premiers séminaires, il compare le réel à la survenue des étoiles dans le ciel. Elles reviennent toujours à la même place, dit-il. Ça, c'est le réel, dit-il. Parce que les étoiles reviennent toujours à la même place. Et ça ne va pas du tout avec le réel, c'est l'impossible, qui est une autre définition qu'il donne plus tard. Parce qu'il est possible, c'est non seulement possible, mais nécessaire, que les étoiles reviennent toujours à la même place. C'est comme ça. Et de plus, c'est parfaitement symbolique, parce que dès qu'on parle de place, ça veut dire qu'on a un point de repère dans le ciel, et que dans ce point de repère vient se placer la même étoile toujours à la même place, ou la même constellation. Donc ça, c'est parfaitement symbolique. Et ce symbolique-là, qui nous donne une image du ciel, toujours la même, ça indique que l'imaginaire est toujours articulé au symbolique, c'est ce qu'on appelle la réalité. Hein, la réalité, c'est l'imaginaire tel que encadré par le symbolique. Et ce n'est sûrement pas de l'impossible, la réalité. Par contre, il y a des impossibles dans la réalité. Hein. Je ne peux pas me passer dans la pièce à côté en traversant les murs. Je dois emprunter la porte. C'est aussi une question de place. Je connais la place de la porte qui indique l'endroit où me placer si je veux passer dans la pièce à côté. Donc il est impossible, oui, que je traverse les murs, mais c'est un impossible parfaitement repéré. Ce n'est pas le réel comme impossible à repérer, impossible à dire, impossible à écrire, qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, dit-il dans une autre définition. Vous voyez comme ces définitions sont contradictoires. Une autre définition qu'il donne, c'est par rapport à la température.
C'est dans le Saint-Homme, hein. Je prends des exemples au début de son séminaire et j'en prends à la fin. Séminaire 2 ou 3, je crois, pour l'histoire des étoiles. Séminaire 23, le Saint-Homme, pour la comparaison avec la température. Il dit qu'il y a un zéro absolu. Donc on se heurte à ce zéro absolu, on ne peut pas descendre plus bas. C'est une de ses autres définitions. Le réel, c'est ce à quoi on se heurte. Mais on ne s'y heurte à ce zéro absolu de la température que parce qu'on le mesure. Hein. C'est donc qu'on est parfaitement dans le symbolique. Le symbolique, c'est la mesure, justement. Comme on peut mesurer la distance des étoiles, leur place dans le ciel, etc. Hein. C'est parfaitement symbolique. Ce n'est pas parce que ça a une limite mesurable que c'est le réel en tant qu'impossible. Oui, il est impossible de descendre plus bas, mais en tant que c'est un des impossibles qui fait partie de la réalité, mais qui ne définit pas toute la réalité. Tandis que le réel, parce que je l'ai rencontré dans mes rêves, je peux dire qu'il s'agit effectivement d'un impossible qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, qui ne cesse pas de ne pas pouvoir être dit, pas pouvoir être parlé, parce que ça se présente comme des choses floues, des choses indistinctes, des choses insaisissables. Je l'ai vu, ça, dans mes rêves. Je l'ai même entendu. Ça se présente aussi comme des paroles chuchotées, des paroles incompréhensibles qui semblent venir d'une langue que je ne connais pas. Là, il y a un impossible. Mais c'est l'impossible à parler. C'est le manque de représentation. Alors que dans les autres impossibles dont j'ai parlé, la température, justement, on se fait une représentation de l'impossible à descendre plus bas, hein, en température. Cette représentation, c'est le zéro absolu. Et on l'a obtenu à la fois par des calculs et par des expériences, l'un vérifiant l'autre. Hein. C'est-à-dire, autant les calculs que les expériences, ce sont des choses symbolisées qui font partie de la réalité. Hein. Ce n'est pas le réel en tant qu'on ne peut rien en dire. Hein. C'est pas qu'il y a quelque chose derrière le zéro absolu dont on ne peut rien dire. C'est qu'il n'y a rien derrière le zéro absolu. C'est totalement différent. Hein, les choses que j'aperçois dans mes rêves, ou que j'entends et que je ne peux pas décrire parce que c'est trop flou, c'est trop hors de ma portée, eh bien c'est bien parce que je n'en ai pas de représentation. C'est le manque de représentation. Or, on a des représentations du fait qu'il n'y a rien en dessous du zéro absolu, et on a des représentations des étoiles en tant qu'elles reviennent toujours à la même place. De même que quand Lacan dit le réel, dans le réel, rien ne manque, il a raison, en effet, rien ne manque. Ce qui manque, c'est la représentation, parce que le manque est corollaire de la représentation du manque, c'est-à-dire du symbolique. Le symbolique, c'est quand je m'aperçois qu'effectivement, à tel endroit où ça manque, je pourrais mettre quelque chose qui ne manque pas. À part ces références à la physique, les étoiles, la température, il y a ces références constantes à la logique et à la topologie surtout, qui donnent un aspect scientifique au discours de Lacan, et qui pourraient, de ce fait, passer pour un discours scientifique. Mais ça ne l'est pas parce que c'est, encore une fois, un pur montage intellectuel. La preuve en est, par exemple, toutes ces définitions du réel, qui sont contradictoires entre elles, mais on pourrait admettre que ça fait partie d'une théorie de la psychanalyse, puisque la psychanalyse découvre, avec Freud, que l'inconscient supporte la contradiction. Alors à ce moment-là, on pourrait dire, il peut y avoir de la contradiction dans la théorie. Le réel dont je parle est contradictoire, donc je donne des définitions contradictoires. Mais ce que je viens de dire là, Lacan ne le dit jamais. Il ne l'a jamais dit une seule fois. Il donne ces définitions contradictoires comme s'il ne s'apercevait pas de la contradiction. Ça change tout, ça. Parce que les élèves de Lacan donnent tantôt une définition, tantôt une autre, chacun étant persuadé de s'appuyer sur un réel extrêmement massif et cohérent, avec une bonne définition,
mais ne met jamais bout à bout les définitions du réel telles que je viens de les donner, c'est-à-dire contradictoires. Alors quand Lacan définit la psychanalyse comme logique, comme science du réel, ça démolit complètement l'aspect scientifique de la psychanalyse dans son discours. Parce que ce n'est pas un discours cohérent. Alors du coup, on voit fleurir une foule d'ouvrages et d'articles qui parlent de l'inconscient réel, ou du réel de l'inconscient. Il y a un livre de Colette Solaire, par exemple, qui s'appelle L'inconscient réel. Je ne l'ai pas lu, mais ce qu'elle en dit, je l'ai entendu en parler sur France Culture, indique qu'elle n'a absolument pas rencontré le réel, quoi. Elle continue, en fait, de tenir le discours de Lacan. Elle fait le perroquet de Lacan, essentiellement, avec cette histoire de l'inconscient serait réel, du coup la science s'occupe du réel, du coup la psychologie, la psychanalyse est scientifique. Qu'est-ce qui pourrait définir une science ? Quels sont les critères ? Bon, ce sont des choses qui agitent les philosophes des sciences et les scientifiques depuis que la science existe, depuis que l'humanité existe, même si le mot science n'est apparu que fort tard finalement. Ceux qui s'occupent de tenir un discours cohérent sur le réel, par exemple, je viens de me rendre compte de ce que le discours de Lacan sur le réel n'est pas cohérent, au sens où il n'a pas des définitions cohérentes du réel, puisqu'il a des définitions contradictoires du réel. Et il n'y a pas ce rapport à la pratique qui lui permettrait de se rendre compte de là où son discours ne convient pas. Parce que c'est aussi une des caractéristiques de la science, c'est de se référer à la pratique. Alors, Lacan a suivi les cours de Coiré à l'école pratique des hautes études. Coiré, philosophe des sciences, pour lequel, effectivement, il vaut mieux une bonne théorie qu'une pratique qui raconte n'importe quoi. Il n'a pas tout à fait tort, Coiré, mais Lacan a pris ça à la lettre. Donc, il fait une bonne théorie. Enfin, ce qu'il pense être une bonne théorie, puisque je viens de démontrer par les contradictions qu'il y a entre ces définitions, le fait qu'on repère qu'il y ait des contradictions dans l'inconscient n'implique pas qu'il y ait des contradictions dans une théorie de l'inconscient. C'est pas la même chose. Quand on fait une théorie, on tient un discours cohérent. Et si on veut faire une théorie de la contradiction, on essaie que ce soit une théorie cohérente de la contradiction. Il ne s'agit pas de l'éliminer pour faire scientifique. Mais on est face à un fait issu de l'expérience que Freud a rencontré dans ses rêves, dans ses lapsus, dans ses actes manqués, ce qui constitue un discours venu de l'expérience, pour ne pas dire que c'est le réel qui parle. Il ne parle pas, le réel, le pauvre, quel qu'il soit. Il faut le faire parler, il faut lui donner une forme. Et c'est ce que Galilée a dit. Il n'a pas dit la réalité, il a dit la nature s'exprime en formules mathématiques. C'est ce qui fait que tous les scientifiques se servent des mathématiques. À peu près. Parce que les biologistes ont parfois un peu de mal, ils se servent d'autre chose. Les chimistes aussi, ils se servent souvent d'autre chose que des mathématiques, même si les formules peuvent aussi prendre une apparence mathématique, parce que ce sont des lettres qui s'enchaînent pour essayer de donner un discours simple et cohérent. Coiré a raison en ceci. Par exemple, les Égyptiens ont embaumé des corps pendant 3000 ans. C'est beaucoup, 3000 ans. On n'a que 2000 ans depuis la soi-disant mort de Jésus-Christ, ou naissance de Jésus-Christ. Et pendant ces 3000 ans,
ils n'ont pas réussi à tenir un discours cohérent avec la réalité qui pourtant ils avaient sous les yeux. Et ce qu'ils voyaient, c'était plus conforme à leur croyance en rapport avec leur divinité. Par exemple, il y a un manuscrit qu'on appelle le manuscrit Smith, parce qu'il est découvert par M. Smith, qui est un manuscrit concernant le corps, et qui montre que les Égyptiens n'avaient pas réussi à faire la différence entre les artères, les nerfs et les tendons. Pourtant, ils avaient ça sous les yeux depuis 3000 ans. Ils n'avaient pas découvert la circulation sanguine. Et il a fallu encore entendre un millénaire et demi, c'est dans les années 1500 que Harvey a découvert la circulation du sang. Galien n'avait pas trouvé ça. Galien disséquait des cadavres. Galien, en Grèce antique, il disséquait des cadavres, et qu'est-ce qu'il trouvait quand il disséquait un cadavre? Quand il ouvrait des artères, il les trouvait vides, alors qu'il trouvait les veines encore pleines de sang. Donc il en déduit que le sang n'est que dans les veines, et pas du tout dans les artères. Les artères, dit-il, servent à faire circuler l'air dans le sang, puisqu'il les trouve vides. Servent à faire circuler l'air dans le corps. Et l'idée, c'est que le sang, pour Galien, circule depuis le cœur jusqu'à la périphérie où il s'évapore. Alors qu'on a calculé après, grâce aux mathématiques, on a calculé, et aux mesures, on a calculé que... alors je ne sais plus combien de kilos de sang auraient dû être produits à l'heure, et combien dans une journée de sang aurait dû s'évaporer aux extrémités, comme ça, pour ne pas être encombré à l'intérieur, puisque Galien n'avait pas la notion que le sang remontait au cœur par les veines. Il avait toujours ce sentiment que le sang allait du cœur vers la périphérie. Et pendant des siècles, la science, entre guillemets, fonctionnait en fait sous le respect des ouvrages de Galien. Et dès que quelqu'un osait contester ce qu'avait dit Galien, c'était anathème, c'était refus, interdiction, impossible. Il y a là une quasi-religion du livre qui fonctionne encore de nos jours. Il n'y a qu'à voir à quel point on entend tous les jours, on voit circuler sur Internet tous les jours des blagues sur les gens qui sont dans leurs écrans et qui ont, hélas, perdu le goût des livres. Mais c'est le côté sacré qu'on accorde au livre et qui vient de très loin, qui vient de l'idée que, qui vient du fait que au départ, les gens qui écrivaient et qui savaient lire étaient très très peu nombreux. C'était les prêtres et c'était les puissants. Le peuple ne savait pas lire. Et on donnait au peuple la nécessité du respect de la puissance qui se manifestait dans les livres. Dans le livre, il n'y en a qu'un, la Bible, c'est la parole de Dieu qui circule. Ou la parole des puissants, par exemple Galien. La parole des anciens qu'on respecte comme des dieux, ce qui fait que toute expérience ne peut pas rentrer en contradiction avec la parole du Dieu qu'on respecte. Fut-il Galien, qui n'a jamais été nommé un dieu, mais qui était comme divinisé, puisque c'était comme dans l'Église, ou comme dans l'islam, il est interdit d'entrer en contradiction avec la Bible ou avec le Coran. On a ce glissement comme ça de l'observation de la nature à une religion de respect d'un grand homme, d'un prophète. Et c'est ce qui se passe avec Lacan et Freud, qui sont beaucoup plus respectés comme des prophètes. Et donc on étudie leurs livres comme on étudie la Bible, comme on étudie le Coran, comme on étudie les Védas, tout ce qu'on voudra comme texte sacré, sans penser à retourner à l'expérience. C'est l'expérience qui a permis à Harvey
donc au tout début du XVIIe siècle, de prouver la circulation du sang. Eh bien, ce rapport à l'expérience, voilà ce qui manque à la psychanalyse de nos jours. On étudie essentiellement les livres, c'est-à-dire les prophètes, la connaissance des grands anciens, et où l'expérience est mise de côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Lacan a bien compris que la science se fait par exclusion du sujet. Exact. Un sujet émet des opinions singulières, la science émet des théorèmes universels. Le savoir scientifique peut aller d'un sujet à un autre, c'est toujours le même. Une fois qu'un théorème est démontré, il est démontré, on ne revient pas dessus. Mais il y a des préceptes de la Bible auxquels il ne faut pas non plus revenir. Il y a des préceptes de Galien sur lesquels, pendant des siècles, il ne fallait pas revenir. Et aujourd'hui, il y a des préceptes de Lacan sur lesquels il ne faut pas revenir. Ça fonctionne de la même façon, mais en excluant l'expérience, on a exclu le caractère scientifique de ces propositions. Donc Coiré a raison dans ce sens-là, quand on regarde l'histoire des sciences et l'histoire des religions, au sens où ce n'est pas toujours l'expérience qui permet de corriger certaines propositions, certains énoncés. Je rappelle, 3000 ans, les Égyptiens pas foutus de comprendre comment fonctionne le corps. 3000 ans d'embaumement des corps. Mais quand même. L'expérience, la démonstration inverse, c'est celle de Galilée. Vous savez que pour Aristote, les corps tombent pas à la même vitesse. D'ailleurs, le monde est divisé en deux catégories de corps, les corps lourds et les corps légers. L'essence des corps lourds est de tomber, l'essence des corps légers est de monter. Et donc, on explique le mouvement des choses par l'essence des choses. D'ailleurs, l'essence des corps lourds étant de tomber, ils vont rejoindre le lieu de leur essence, c'est-à-dire le bas. L'essence des corps légers étant de monter, ils vont rejoindre le lieu de leur essence, c'est-à-dire le haut. Galilée fait une expérience de pensée. Ce qu'on appelle une expérience de pensée, c'est-à-dire prendre une théorie et la pousser jusqu'au bout pour voir si dans ses limites elle tient encore le coup, ou si elle n'amène pas à des absurdités. Alors en prenant la théorie d'Aristote et en la conduisant jusqu'au bout, Galilée imagine la chose suivante. Si une pierre lourde, grosse pierre, tombe plus vite qu'une pierre légère, que va-t-il se passer si on rejoint la pierre lourde et la petite pierre par une corde? La pierre lourde va tomber plus vite et la pierre légère va tomber plus lentement. Donc la pierre légère devrait ralentir la pierre lourde, qui elle devrait accélérer. Donc on a un dispositif où si on suit la loi d'Aristote, le dispositif devrait à la fois accélérer et ralentir. C'est une contradiction. Lacan dirait peut-être c'est un impossible. Mais ce n'est pas un impossible, c'est une contradiction. La loi proposée présente une contradiction dans les termes. Si elle présente une contradiction dans ces termes, c'est que la loi ne convient pas. La démonstration est faite par l'expérience de pensée. Alors ensuite, on fera l'expérience est faite qu'effectivement, que dans le vide, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a enlevé la résistance de l'air qui fait qu'une plume tombe plus lentement qu'une pierre, eh bien la plume et la pierre tombent exactement à la même vitesse. Mais c'est donc par la déduction, par l'expérience de pensée, que Galilée a d'abord obtenu sa nouvelle loi qui est universelle. Et c'est là une différence fondamentale entre une loi scientifique et une loi qui ne l'est pas. Par exemple, la loi d'Aristote, c'est qu'elle fait des catégories, il y a les corps lourds, les corps légers, et il y a une essence des choses, l'essence des corps légers, l'essence des corps lourds. Eh bien, pour Galilée,
il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de catégorie. Il y a une loi universelle qui s'applique aussi bien au corps lourd qu'au corps léger. Pareil pour la température. Pour Aristote, il y avait les objets froids et les objets chauds. Et les objets froids ont tendance à tomber, les objets chauds ont tendance à monter. C'est toujours l'essence des objets qui détermine leur mouvement. Et c'est des catégories. Et pour la thermodynamique, il n'y a plus de catégories. La chaleur est une seule entité qui se déplace. Hein, c'est juste une forme de l'énergie. C'est une forme du mouvement. C'est l'énergie, le mouvement, la chaleur, tout ça, c'est la même chose. Le travail aussi, c'est une autre façon de définir ce dont on parle, hein, ce qui peut mettre en mouvement les choses, hein, l'énergie, la force, le travail, c'est tout ça, c'est la même chose. Il n'y a plus de catégorie. Eh bien, si nous transposons la question à l'objet qui nous intéresse, la psychologie, la psychanalyse, tant qu'on fait des catégories, c'est-à-dire il y a les névrosés et les psychotiques, vous voyez, 2 catégories, comme les corps lourds, les corps légers. Après, on divise dans les névrosés obsessionnels, phobiques, hystériques, tout ce qu'on voudra. Et chez les psychotiques, on va détailler aussi schizophrène, paranoïaque, autiste, tout ce qu'on voudra. Mais on fait des catégories. Alors que, pour faire de la psychanalyse une science, ce que j'essaye de faire, on supprime les catégories. Ça n'existe pas. Ce n'est jamais qu'un discours comme le discours d'Aristote sur les objets lourds et les objets légers. Choisissons un autre discours qui est plus cohérent, qui est de dire il n'y a qu'une seule loi et elle est valable pour toute l'humanité. Cette loi, je l'ai énoncée dans d'autres vidéos, c'est l'Oedipe et la castration. Et la loi corollaire, c'est les mots ne sont pas des choses. C'est-à-dire qu'il y a une distance entre le discours et la réalité. C'est aussi une loi. C'est aussi une loi qui ressemble d'ailleurs à la loi de l'Oedipe. Ce n'est jamais qu'une autre forme, comme l'énergie, la chaleur et le travail sont des autres formes. Hein, la même loi, celle de l'Oedipe, c'est que quand on prend les mots pour les choses, c'est-à-dire qu'on fait copuler les mots avec les choses. On fait copuler le fils avec la mère ou le père avec la fille. Ça ne convient pas. Ça devient une loi morale, interdit de l'inceste. Je ne dois pas coucher avec maman ou avec papa, ou avec mon fils ou avec ma fille. Mais à la base, c'est une loi de l'humanité. Pour que l'humanité soit comme telle, cette loi doit être respectée. Je la prends donc plus comme une loi morale, mais comme une loi qui se déduit de l'expérience. Quand on prend les mots pour les choses, j'ai suffisamment rencontré de gens à qui ça arrive, mais moi-même ça m'arrive aussi de temps en temps. Quand je maintiens une opinion dure comme fer et que je ne veux pas entendre mon adversaire, eh bien je prends mes mots pour des choses. Je crois mon opinion aussi dure qu'un rocher, comme une chose. Alors que, c'est mon défaut. J'ai toujours tendance à écouter mon adversaire et à penser qu'il a ses raisons de penser ce qu'il pense. Même si j'assène parfois aussi mes vérités, comme les autres. De temps en temps, ça m'arrive de procéder comme ça. Il faut bien de temps en temps aussi s'accrocher à quelques vérités, mais vérité perçue comme vérité, et non pas comme réalité objective physique. C'est ça toute la différence. La vérité peut être multiple, l'objectivité de la réalité, elle ne peut pas être multiple. Les objets tombent tous à la même vitesse, point barre. C'est comme ça. Et c'est pas une loi morale, c'est une loi physique. Donc la théorie de Coiré, reprise par Lacan, c'est que, rien à foutre des expériences, il faut une bonne théorie. Ce que Lacan va s'échiner à faire, sauf que dans la science, eh bien Galilée, même s'il est parti d'une bonne théorie, c'est-à-dire d'une bonne expérience de pensée, ce qui est quand même une expérience,
qui lui a permis de démonter la théorie d'Aristote et de proposer une nouvelle théorie, cette théorie a quand même été vérifiée par l'expérience. Il faut qu'une théorie soit vérifiée par l'expérience. Si on fait comme Lacan en disant tout ce que je vous dis, je le tire de mon expérience, s'il ne dit rien de son expérience, on le croit comme on croit un religieux qui dit tout ce que je vous dis, je le tire de la Bible, et il vous faut croire parce que c'est la parole de Dieu. Hein, c'est de l'autoréférence, c'est non pas une référence à l'expérience. Ou c'est une référence pour ceux qui ne se prennent pas pour un prophète et qui étudient comme de bons étudiants, Freud, Lacan, Winnicott, etc., eh bien ils font référence à ces grands hommes et suivant Lacan, et non pas Freud hélas, suivant Lacan, ils ne font pas référence non plus à l'expérience. Ce qui fait que les ratiocinations intellectuelles de Lacan ont beau être extrêmement habiles, extrêmement élevées, extrêmement complexes, comme il n'y a pas le rapport à la pratique, ça ne marche pas. C'est ce que j'appelle un château en Espagne théorique, hein, contrairement à ce qu'a fait Galilée. Alors, en science, les anecdotes fourmillent sur la fabrication de comment ça marche, justement, dans le rapport de la théorie à la pratique. Mais c'est toujours dans ce rapport. Alors parfois, on a une très bonne théorie, celle de Newton. Elle marche, elle permet d'expliquer le mouvement des étoiles, des planètes, des mouvements de la chute des corps. Ça fonctionne impeccable, c'est une loi universelle. Plus de catégories, ça marche très bien. Sauf calcul du périhélie de Mercure par l'observation, on constate une différence, avec la théorie, de 4 secondes d'arc par siècle. La plupart des gens disaient oh, c'est peanuts, c'est pas un problème. Einstein lui dit non, c'est un problème. L'observation nous dit qu'il y a une différence avec la prédiction théorique. D'où il a essayé de refonder la chose. Expérience de pensée. Einstein se voit en train de tomber dans une chute infinie. Les objets tombent autour de lui. Bon, loi de Newton, établie d'abord par Galilée, tout tombe à la même vitesse. Parfait. Ça veut dire que je suis comme un apesanteur. Et c'est ce qui se passe en effet. Maintenant, on peut le vérifier dans une capsule spatiale. Quand l'astronaute sort de la capsule spatiale, il tombe à la même vitesse que la capsule spatiale. Hein, c'est pas une question de masse. C'est la question de on est dans la même déformation de l'espace-temps. On suit la même courbe de l'espace-temps. Autrement dit, on tombe en ligne droite, mais dans un espace courbe. Donc, Einstein était très loin de pouvoir vérifier la chose à l'époque. On n'envoyait pas de fusée dans l'espace à l'époque où il a formulé son expérience de pensée, mais ça lui a permis de refonder la théorie, ce qui a permis les expériences qui permettent de vérifier. Et expérience contradictoire, mais néanmoins utile, Einstein se voit du coup chevauchant un rayon lumineux. Et il regarde les autres rayons lumineux autour de lui. Qu'est-ce qui se passe ? Il devrait voir les rayons lumineux à côté de lui, immobiles, puisqu'il va à la même vitesse qu'un rayon lumineux. Eh bien non. Il voit les autres rayons lumineux se propager à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km/s. Même si lui, il voyage à 300 000 km/s. C'est la différence fondamentale entre la lumière et tous les autres objets de l'univers. C'est pourquoi il a refondé la physique sur une théorie de l'univers. Il prend comme base, comme invariant fondamental, la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière ne varie pas. La vitesse de la lumière dans le vide, parce que si on met dans un certain milieu, elle va moins vite.
dans l'air, par exemple dans l'eau. Bon, c'est pour ça qu'on voit un bâton qui est cassé quand on le met dans l'eau, parce que la vitesse de la lumière ne va pas à la même vitesse dans l'eau et dans l'air. Mais dans le vide, c'est-à-dire dans l'espace intersidéral, la vitesse de la lumière est indépassable. Là, il y a une limite. Il y a une vraie limite, c'est une loi. Alors, au lieu de concevoir l'univers comme un grand machin, un grand vide, avec des objets qui se baladent autour, on considère le mouvement de la lumière comme l'invariant. Et l'espace, c'est ce qui se détermine autour de cet invariant. La lumière ne se déplace pas dans l'espace, à la limite, c'est l'espace qui se retrouve autour de la lumière. Là aussi, on a vérifié avec les calculs, après coup, que, effectivement, avec la théorie de la relativité d'Einstein, on arrivait à corriger les fameux 4 secondes d'arc de différence par siècle, de différence avec le périhélie de Mercure. Et bien d'autres choses qui l'ont vérifié. Il y a un constant aller-retour comme ça. Alors, des fois, la théorie prévoit ce qui va se passer, et il faut quelquefois des dizaines d'années pour trouver ce que la théorie prévoit. X a prévu son boson de X, je ne sais plus en quelle année, mais il me semble qu'il a fallu 43 ans pour qu'on le trouve, en 2014. Et on l'a trouvé. Mais à l'inverse, le savant hollandais Eike Kemmerling Onnes, je suis désolé pour la prononciation, je ne parle pas le néerlandais, c'est le gars qui a inventé le zéro absolu. Il a réussi à fabriquer des machines dans son laboratoire qui lui permettent d'approcher très près du zéro absolu. Et il a fait des tas d'expériences en essayant de voir ce qui se passait lorsqu'on abaissait la température vers le zéro absolu. Pour un tas de choses. Qu'est-ce qui se passe pour tel ou tel corps ? Qu'est-ce qui se passe pour... Bon, et il a essayé pour le courant électrique. Et dans sa théorie, il prévoyait que les atomes se figent à cause du froid, donc le conducteur se transforme en isolant, le courant ne passe plus. Or, il fait l'expérience, et qu'est-ce qu'il découvre ? Au contraire, le courant électrique passe comme si il n'y avait plus d'isolation aucune. Même dans un isolant, voilà que l'isolant devient conducteur. Il invente comme ça les supraconducteurs. Bien, c'est une surprise. Voilà, c'est l'expérience qui vient démentir la théorie. Bien. Eh bien, que ce soit dans un sens ou dans un autre, en tout cas, cet exemple du courant électrique avec les supraconducteurs vient démentir la théorie de Coiré. Alors le Coiré pourra répliquer « Ah oui, mais c'était pas une bonne théorie. » Ben oui, mais parfois on n'a pas la bonne théorie, et puis heureusement qu'on a l'expérience pour nous dire ce qu'il faut corriger. Quand je parlais des catégories d'Aristote, je pourrais dire que les catégories, c'est la maladie infantile de toutes les sciences. La physique a commencé par des catégories, la chimie aussi. Le eau, terre, air, feu, c'était les premières catégories qui ne fonctionnaient pas. Et quand on arrive au Ptavio périodique des éléments de Mendeleïev, eh bien, ce ne sont plus des catégories. C'est la propriété chimique des éléments et la masse atomique qui décident de la place dans le tableau périodique des éléments. En biologie, c'est pareil, on commence par faire des catégories, et puis on s'aperçoit, grâce à la biologie moderne, que des animaux qu'on avait mis dans telle catégorie, il faut les en sortir et les mettre dans une autre. La progression de la science, ou plutôt le passage à la science, se caractérise de ça, de sortir de la pensée catégorielle pour arriver à la loi universelle. L'autre élément, c'est celui de la fréquence. L'autre élément qui permettait d'affirmer à Aristote sa loi, c'est que pourquoi sait-on que les objets lourds tombent et que les objets légers montent ? C'est parce que fréquemment, on observe ça. Il y a des démentis, de temps en temps on voit un objet lourd qui monte, parce qu'il se trouve dans un courant d'air chaud, mais ça Aristote ne le savait pas. Ou on voit des objets légers qui tombent quand même, par exemple une plume.
Des fois elle monte, des fois elle tombe, on ne sait pas. Donc c'est une fréquence. En général, ça se passe comme ça. C'est aussi une des maladies infantiles de la science, c'est qu'au départ on ne sait pas les lois, et donc on observe et on dit que la fréquence, c'est une loi. De nos jours, c'est devenu la statistique. Quand on ne sait pas comment ça marche, on fait des statistiques. Et quand on observe que ça se passe souvent comme ça, on décrète que c'est une loi. Mais c'est une loi statistique, et une loi statistique, ce n'est pas de la science. C'est juste, c'est ce qu'on peut dire maintenant, parce que n'en sait pas plus. C'est tout. Et par exemple, toutes les lois que trouvent les gens qui s'occupent de démontrer que l'autisme, ça n'a rien à voir avec le relationnel ou le psychologique, et que c'est un défaut dans la génétique ou dans le cerveau, eh bien, toutes leurs études, mais absolument toutes, sont basées sur des statistiques. Ils ne savent pas comment ça marche, mais ils font des corrélations. On s'aperçoit qu'il y a tel gène et qu'au bout, il y a tel autiste. Oui, sauf qu'il y a des gens qui ont le gène et qui ne sont pas autistes. Il y a des gens qui n'ont pas le gène et qui sont autistes. C'est en général, à la fréquence de 0,80 ou 0,75. C'est comme ça que disent les statisticiens. Donc ils n'ont pas trouvé de loi. Ils trouvent des corrélations. Et ils s'aperçoivent avec le temps que ils se sont trompés bien souvent. Par exemple, quand il y a 30 ans, je m'occupais d'autistes, entre guillemets, parce que je ne sais pas ce que c'est les autistes, moi. Moi, je m'occupe de sujets singuliers, je ne fais plus de catégories. Mais bref, à l'époque, on parlait comme ça, je parlais encore comme ça. Eh bien, les scientifiques qui faisaient des études sur la génétique nous disaient que, statistiquement, ils avaient repéré qu'il y avait un allèle spécial de un gène spécial dont j'ai oublié le nom, qui provoquait l'autisme. Ils avaient fait des études statistiques. Mais aujourd'hui, les mêmes statisticiens nous montrent que pour qu'il y ait autisme, il faut au contraire un bouquet de 60 gènes, au moins, qui se corrèlent les uns les autres. Donc ce qu'ils disaient il y a 30 ans, c'était faux. Mais c'était présenté à l'époque comme une vérité scientifique, parce qu'elle était présentée par des gens qui avaient des bouses blanches et qui maniaient des éprouvettes. Donc c'était le caractère religieux de la science qui fonctionnait, parce qu'on disait des chiffres, parce que c'était présenté par des blouses blanches. Mais ces chiffres n'étaient que des statistiques, et on s'aperçoit par l'expérience, la propre expérience de ces mêmes gens, qui se gardent bien aujourd'hui de dire « Ah oui, mais il y a 30 ans, on s'était trompé ». Puis surtout pas dans la presse ou dans les ouvrages qui paraissent sur l'autisme, on vous dit surtout pas ça. Parce que qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui, le bouquet de 60 gènes en question, est-ce que ça marche mieux que ce qu'on nous avait dit il y a 20 ou 30 ans? J'en sais rien, parce que c'est toujours de la statistique. On n'a pas trouvé la loi qui serait scientifique. Et moi, comme je m'occupe des autistes, je m'en suis occupé à une époque, je m'en occupe plus. Parce que je travaillais à un hôpital, c'est le seul endroit où ils étaient capables de vivre. C'était pas tous des Asperger qui sont des génies. C'est cela que le discours social met en avant, parce que c'est bien plus sympathique que des gens qui se tapent la tête contre les murs, hurlent, mordent, tapent et pissent et font caca partout. C'est de ces gens-là que je me suis occupé, moi. Et comme je l'ai raconté dans d'autres vidéos, je m'en occupais un par un. J'ai trouvé une méthode de travail pour chacun. Et je m'en foutais pas mal de savoir s'ils étaient autistes arriérés profonds ou psychose déficitaire de je ne sais quoi selon je ne sais quelle catégorie. La loi universelle de la psychanalyse, c'est que chacun est singulier. Et que si l'Oedipe et la castration et les mots ne sont pas des choses, c'est la loi universelle, chacun la décline à sa manière. Lorsque Lacan fait cette théorie absolument phénoménale de complexité, en disant lui-même que la psychanalyse récupère le sujet de la science, que le sujet de la psychanalyse c'est le sujet de la science, il oublie de dire que le sujet de la science en question c'est le sujet exclu de la science. En effet, comme je l'ai dit au début, il n'y a de science que si on exclut le sujet.
La psychanalyse, effectivement, récupère ce sujet qui a été exclu par la science. Donc elle ne peut pas être scientifique. Mais si le discours de Lacan dit qu'il récupère le sujet, mais dans les faits exclut le sujet, parce que Lacan ne parle jamais de lui. Sauf une fois, je l'ai dit, c'est dans le séminaire 20, ça lui prend 5 minutes dans son séminaire. Mais tout le reste du temps, dans ses écrits comme dans ses séminaires, il ne parle jamais, jamais de lui. Donc il a exclu aussi le sujet de la psychanalyse. Et dans le discours qu'on entend dans les écoles, je l'ai entendu récemment dans la bouche de Laurence Bataille, on ne doit pas parler de soi. C'est en général non dit. Là, je viens de l'entendre par Laurence Bataille. Quand on est en fonction d'analyste, on ne doit pas parler de soi. Et pire, quand on est en train d'essayer de théoriser l'analyse, c'est-à-dire une science du sujet, on ne parle jamais du sujet. On ne laisse jamais parler le sujet. On parle de la logique, on parle du signifiant, on parle de Hegel, de Kant, de Frege, de Descartes, de Galilée, comme je viens de le faire, mais on ne parle pas du sujet. On ne le laisse pas parler. Donc, en l'excluant le sujet qui avait déjà été exclu de la science, on fait soi-disant de la science, mais on se trompe de sujet. Donc c'est pas de la science. Par contre, si je laisse parler le sujet, et si à partir de là j'essaie de faire des hypothèses que je vérifie par l'expérience, en allant régulièrement au laboratoire, ce que j'appelle le laboratoire de la psychanalyse, c'est-à-dire les rêves, si je vais explorer l'inconscient régulièrement comme ça, je fais un aller-retour, comme ce que j'ai exposé des exemples venus de l'histoire de la science, eh bien j'essaie de composer une histoire subjective de l'inconscient, mais qui, par comparaison avec d'autres histoires subjectives de l'inconscient, peut arriver à formuler quelque chose qui ne sera pas objectif, parce que ça ne concerne pas les objets, mais qui sera un discours universel, donc scientifique, concernant l'inconscient et le sujet.